J'ai connu Pascal sur un site de clavardage où je trompais l'ennui certains soirs lorsque je n'avais pas envie de me réfugier entre les pages de Cyrus Dvet ou du dernier auteur islandais en vogue. Depuis ma retraite, je m'étais retrouvé avec plus de temps libre que jamais, alors que pendant toute ma carrière, je m'étais plaint de sacrifier soirées et fins de semaine à la préparation de mes cours et à la correction de copies qui me faisaient douter de la pertinence de mon travail. Je me rendais compte à présent que cet emploi avait eu l'heure de réguler mon temps et de donner à ma vie un sens concret, quoique relatif, en plus de me procurer d'assez rares mais suffisants moments d'exaltation. Il m'était arrivé certains soirs d'asséner des coups de poing sur ma table de travail, parce que Maud Héloïse de Frenette-Larivière et Pablo Charette avaient commis dans leur dissertation les maladresses contre lesquelles je les avais expressément prévenus 20 fois. Et puis, quelques minutes plus tard, en lisant une phrase vraiment personnelle d'un étudiant dont je n'avais jamais réussi à intercepter le regard, je restais pantois pendant de longues minutes, le stylo rouge immobile dans les airs, émerveillé par les talents insoupçonnés des êtres les plus discrets. C'était surtout par crainte que mon enthousiasme se refroidisse à cause des trop nombreux irritants qui alourdissent la tâche du professeur en dehors des salles de cours que j'avais décidé de prendre ma retraite dès l'âge de 55 ans. Force m'était de constater que je ne m'étais pas suffisamment préparé à ce changement majeur du rythme de ma vie. On me dira que pour apprivoiser une certaine oisiveté, j'avais eu chaque été de longues vacances, pendant lesquelles je ne parvenais tout de même pas à lire le tiers des romans qui s'étaient accumulés pendant l'année scolaire sur ma table de chevet. Mais ce n'est pas la même chose, d'une part, d'occuper cette convalescence relativement brève, puisque dès la fin de juillet, je me remettais à préparer la session suivante, et d'autre part, de donner une forme et un sens à des années entières. Je m'étais dit qu'accomplir des choses agréables, mais inessentielles, pouvait constituer une transition légitime vers ma nouvelle vie. Depuis 5 ans, je m'étais donc remis à voyager, en m'aventurant dans des pays dont les cultures me dépaysaient toujours un peu plus. Ça n'avait pas fait disparaître pour autant un sentiment de vacuité qui s'était insidieusement installé en moi et qui me rappelait vaguement les crises existentielles de ma jeunesse. Tout en sachant que des conversations virtuelles sur des sites de rencontres me procureraient uniquement l'illusion temporaire de combler des besoins affectifs qui, par la suite, me sembleraient encore plus grands, je me faisais parfois prendre à ce jeu entremêlant, dans les meilleurs cas, séduction, mensonge et désir, et, dans les moins bons, frustrations et méchanceté. Ce soir-là, la petite lueur triste qui brillait dans les yeux d'un jeune homme de 37 ans, auquel des lunettes en métal donnaient un air vaguement intello, a accroché mon attention parmi les centaines de photos des utilisateurs dont on voyait le profil en ligne. J'ai cliqué sur le bouton d'envoi avant de penser à ce que j'allais lui écrire. Bonsoir. Yo! Son interjection m'a persuadé que nous n'aurions pas assez d'affinité pour poursuivre notre échange au-delà d'une courtoisie minimale, d'ailleurs assez peu en usage sur ce site. Je lui ai quand même posé quelques questions banales pour me convaincre que je ne l'avais pas jugé trop rapidement en fonction de critères superficiels. Il a piqué ma curiosité lorsqu'il m'a parlé des auteurs qui lui avaient permis de traverser des moments difficiles. Amélie Nothomb et Mylène Farmer ne faisaient pas partie de mes idoles, mais j'avais lu quelques romans de la première et j'étais capable de chanter Désenchanté sans remplacer plus de 3 mots par des la, alors que s'il m'avait parlé d'Arcade Fire et de Martin Michaud, j'aurais eu l'impression d'être un vieux crouton qui s'était fermé à la culture populaire contemporaine. De la même façon, il connaissait Sophie Oksanen et Jeanne Chéral, même s'il ne pouvait pas me citer plus d'un titre de chacune d'elles. Les seuls noms de ces 4 femmes constituaient tout de même des référents culturels communs bien ténus. Avant de me résigner à lui souhaiter une agréable fin de soirée, j'ai ajouté que Chéral avait chanté en spectacle, avec Vincent Delerme et Albin de la Simone, l'une de mes chansons préférées, toutes époques confondues. Il est aussitôt allé sur YouTube pour écouter leur interprétation des Gens qui doutent d'Anne Sylvestre, et au fur et à mesure que la vidéo se déroulait, il me faisait part de l'émotion grandissante qui montait en lui et qui bientôt l'a submergé.